puisque vos équipes ont aidé à plusieurs reprises dans différents pays en difficulté. Vous me disiez hors antenne que ce qui vous frappe, c'est le nombre de répliques, et notamment la dernière, hein, 7,5, c'est même pas une réplique, c'est un nouveau séisme. C'est carrément un nouveau séisme, d'autant qu'il y en a une à 6,7 juste avant. Donc en fait, c'est vraiment de... Alors d'après les géologues, en fait, ça serait une deuxième faille qui aurait aussi coulissé. Donc puisqu'en fait, c'est la plaque arabique qui est en train de passer sous l'Anatolie. Donc c'est cette faille anatolienne effectivement qui est en mouvement actuellement, et donc ça serait une deuxième zone en fait qui expliquerait en fait la force en fait de cette deuxième de cette réplique en fait qui n'est pas vraiment une réplique mais qui serait vraiment considérée par les géologues comme un vrai séisme en plus. Et ça a quoi comme effet sur le terrain? Ça fragilise encore les immeubles? Ça fragilise tout ce qui n'est pas encore tombé, mais qui était un peu chancelant, et on le voit sur vos images. Il y a des tas d'immeubles qui ont été heureusement évacués à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas de ceux de 4 heures du matin. Donc il y aura moins de blessés effectivement dans ce deuxième séisme, puisque tous les gens sont sortis de leurs immeubles, mais effectivement ça fragilise tout. Et alors, il faut savoir que c'est des constructions qui sont bien souvent pas du tout parasismiques. Ça, c'est le gros problème en Turquie. On l'a déjà rencontré, nous, quand on est intervenu sur les séismes du côté d'Izmit, etc. Les fers à béton sont quasiment rouillés, vous tirez dessus et ça sort du béton, donc ça tient rien. Donc là, on va être confronté à vraiment des choses terribles, parce que on a une sur-catastrophe, et il faut aussi qu'on protège nos secouristes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils soient pris pendant une deuxième secousse. C'est ça aussi le gros problème pour intervenir. Ces bâtiments-là, donc on est dans le sud de la Turquie, on est loin de la capitale, hein, Oui. Ankara, et d'autres grandes villes comme Istanbul. Ce sont des immeubles qui sont quoi, très fragiles, précaires, qui ne sont pas du tout aux normes sismiques, malgré les drames à répétition en Turquie? Non, en général, les normes sismiques en Turquie sont effectivement peu respectées. Il y a beaucoup trop de sable dans le ciment. Les fers à béton sont lisses et souvent rouillés, donc on s'en aperçoit régulièrement. Bon, alors là, on voit que quelques immeubles résistent, c'est certainement les plus récents qui, eux, effectivement, ont bénéficié de ces normes. Mais ceux qui datent des années 60 ou 70, c'est clair qu'ils vont tous tomber. L'urgence absolue aujourd'hui, c'est quoi? C'est de retrouver des personnes, des survivants qui sont encore sous les décombres. Voilà, c'est de trouver les survivants, parce qu'en fait, un tremblement de terre qui a lieu à 4 heures du matin, c'est clair qu'il y a énormément de survivants. Donc nous, on va chercher effectivement dans les zones d'habitation. On va par exemple pas du tout aller chercher des gens dans une école ou dans une gare. C'est clair qu'il n'y aura personne à 4 heures du matin. Par contre, dans les lieux d'habitation, oui, là, on va trouver du monde. Donc il faut absolument qu'on ait des équipes de recherche vraiment spécialisées dans la partie recherche, pas la partie secours, mais la partie recherche, pour identifier où sont les victimes. Avec quel matériel? Alors, soit avec des chiens de recherche, soit avec des caméras, des systèmes sonores orbiphones. C'est-à-dire qu'il faut que la population dégage les ruines, qu'il n'y ait plus aucun bruit. On frappe plusieurs coups sur le sol et on entend si les gens répondent. Et là, on sait qu'on peut chercher à cet endroit-là, qu'on va trouver quelqu'un de vivant. D'accord. Mais le plus gros du travail va être fait en fait par des chiens de recherche. Et je m'étonne d'ailleurs sur les images de ne pas en voir beaucoup là, actuellement. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas encore arrivés, peut-être. Mais on donne combien de temps pour extraire en vie une personne qui est sous les décombres? Alors, c'est très, très variable. Nous avons des expériences extraordinaires. À Haïti, en 2010, on a réussi à sortir une jeune fille 8 jours après. Elle n'était pas du tout blessée, elle était simplement coincée dans l'endroit où elle était, mais elle n'était pas du tout blessée. Elle a réussi à respirer. Elle s'est mise en position de survie, je dirais. Elle a aussi, elle nous a dit après, mais j'ai prié Dieu et Dieu m'a écouté. Donc ça, c'est quand même très fort comme message. Et elle s'est mise en position pour survivre en disant, je ne peux pas rester là-dedans, on viendra me chercher. Donc, quand les gens ne sont pas blessés, ils peuvent effectivement, s'ils ont une bonne condition physique au départ, s'ils sont relativement jeunes, etc., ils peuvent effectivement résister 6, 7, 8 jours. Par contre, si vous êtes blessé parce que vous avez pris effectivement un grava et que vous avez une jambe cassée, bon là, vous allez avoir un état général pathologique qui va être compliqué. Donc ça dépend des cas, bien sûr. Ouais. Prendre en charge les survivants, ça c'est l'autre défi. Alors ça, c'est l'autre défi, effectivement, parce que les survivants ont besoin aussi quand même de soins, parce que quand on les voit effectivement sur les décombres, etc., les gens vont avoir des blessures supplémentaires. Les hôpitaux, apparemment, sont complètement débordés, sauf s'ils sont carrément sous les décombres, où donc là c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc nous, on pense au niveau de Secouristes sans frontières, effectivement, envoyer une équipe médicale très, très, très rapidement pour justement donner un coup de main à toutes ces équipes médicales qui sont déjà sur place, turques, qui sont déjà sur place. L'intensité du séisme a été très importante, elle a été très ressentie dans la grande ville de Gaziantep. Oui. Il y a quoi, 1,5 million d'habitants. Oui. On est vraiment dans une zone très urbanisée, très peuplée.
Ça explique aussi le bilan qui, Oui. là, dépasse les 1100 morts? Absolument, oui, oui. Ça, c'est un séisme qui est terrible parce qu'il arrive en pleine ville. Si c'était passé effectivement à quelques kilomètres au nord, on était dans la montagne et là, effectivement, on aurait eu quelques villages par terre. Donc là, on est vraiment sur des zones urbaines et c'est là où nos équipes de secours qui sont spécialisées, on a le terme urban search, donc c'est vraiment recherche en ville et c'est très spécialisé parce qu'en fait, dans ce genre de décombres en millefeuille, il faut arriver, vous avez vu sur les images, il faut arriver à passer entre deux dalles de béton. Ça présente un risque que pour le sauveteur, pour le secouriste, donc il faut vraiment faire très attention, étayer, utiliser éventuellement des appareils de levage, des coussins de levage qui vont permettre d'agrandir un peu l'espace où on va pouvoir dégager la victime. Donc il faut des moyens lourds aussi, parce que de temps en temps, il faut soulever carrément une dalle de béton. Ces moyens lourds, on ne va pas les emmener à partir des équipes d'Europe, etc. Vont pas emmener des moyens lourds comme ça. Donc il faudrait que sur place, il y en ait beaucoup plus. Il y en a en Turquie. Oui, voilà, oui, je pense que il va falloir combien de temps pour prendre conscience de l'ampleur des dégâts? Plusieurs jours, plusieurs semaines? Oh, il va falloir plusieurs jours, enfin plusieurs semaines, oui, au niveau bâti, au niveau architectural, oui, ça c'est sûr, mais au niveau secours, c'est encore dans 2 ou 3 jours, s'il n'y a pas une nouvelle réplique. Oui. Ça, c'est le grand mystère d'aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'il y ait de nouveau des répliques. Et ensuite, bon, la zone est considérablement longue, puisqu'en fait, ça s'étend sur à peu près 440 km, cette faille. Donc, il y a des villages complètement dans la partie nord de cette faille qui sont aussi touchés. Il y a de la carte, oui. Oui. Quid de la Syrie? Est-ce que c'est possible de s'y rendre, déjà? Alors écoutez, nous, on n'a pas très bien regardé ce côté-là des choses parce que ça nous paraît très compliqué. Oui. On est en train de voir avec le ministère des Affaires étrangères effectivement comment une ONG comme la nôtre peut éventuellement s'impliquer dans ce séisme. Et bon, je pense que nous, on se contentera d'aller en Turquie. Je ne pense pas qu'on ira en Syrie parce que c'est trop compliqué aujourd'hui. Et pour cela, pour aller en Turquie, là, vous attendez le feu vert de l'OMS pour quelle raison? Alors, parce que l'OMS, pour l'instant, nous dit que les Turcs veulent des équipes de secours médicalisées de haut niveau, c'est-à-dire quasiment de niveau chirurgical, ce qui n'est pas notre cas. Donc, on attend de voir un peu l'évolution des choses pour qu'ils puissent nous demander de venir en tant qu'équipe light, qui vont nous permettre de prendre en charge une centaine de personnes par jour, si vous voulez, mais uniquement sur des soins relativement légers, ou en tout cas pouvoir les orienter après sur des structures plus médicalisées et plus chirurgicales si nécessaire. Donc, en fait, aujourd'hui, on ne se précipite pas directement. Oui, il faut éviter un afflux de secouristes, voilà. C'est ça. Hein. Et savoir effectivement de quoi ils ont besoin réellement. C'est pas la peine d'arriver avec du matériel qui est inutile. Ça, c'était souvent le problème dans les anciens tremblements de terre où tout le monde arrivait avec plein de choses qui étaient totalement inutiles. Donc il faut vraiment qu'on fasse coller notre offre à la demande, clairement. Une meilleure coordination donc sur place. Voilà. Merci infiniment Arnaud Fraisse pour nous avoir éclairé et expliqué donc les enjeux de ces heures cruciales après les séismes. Fondateur et président d'honneur de l'ONG Secouristes sans frontières. Merci encore. Merci beaucoup, monsieur. L'actualité